Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actu, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Bonjour Mélina, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Bonjour Christophe, je dodeline puisque j'écoute la musique tranquillement. On fait la petite introduction, on arrive, voilà, on se met en place. C'est ça, et voilà encore un nouvel épisode de Inside IEM, le podcast de l'IEM. Et on va parler de quoi aujourd'hui Mélina? Parce que je suis impatient de savoir de quoi on va parler. On va parler de notre savoir-faire. Ah ouais, c'est quoi? Vas-y, c'est explique-moi. Le learning by doing. Ah, j'adore. Apprendre en faisant. Ouais. Et c'est un vrai savoir-faire qui est attendu sur le marché du travail. Et on fait un petit focus parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des sujets d'employabilité, etc. Donc, il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Et on voit souvent passer des publications d'étudiants jeunes, toute école confondue, toute classe et tout niveau confondu, disant oui, quand j'arrive à un entretien pour une alternance, un stage ou un boulot, on me demande de tout savoir faire, d'avoir une expérience. Et je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est vrai, dans le monde de la formation et l'éducation, beaucoup d'écoles se prévalent d'une expérimentation, ce qu'on appelle le learning by doing, tu vois, mais il y a ceux qui le proclament et ceux qui le font. Nous, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie. J'ai l'impression que c'est ce que certains et certaines viennent chercher, justement. C'est clair. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et c'est un sujet qu'on essaie d'appliquer quasiment. C'est un sacerdoce pour moi. C'est quelque chose qui est indispensable. C'est quelque chose c'est une manière de penser très, très opérationnelle. Tu vois, dans tous les cours qu'on donne, dans tous les cours que l'on fait donner par des professionnels, la logique, c'est qu'est-ce que ça va apporter, quelle expérience ils vont pouvoir vivre. Alors cet épisode, je tiens à préciser une chose, c'est surtout sur une philosophie et sur quelque chose de très important qu'on va se tourner. Il y aura un peu moins de chiffres, mais surtout des retours d'expérience, puisque toi, quand tu es arrivé, tu as impulsé pas mal de choses dans le programme. On était dans une bascule juste avant le Covid où on avait un changement de culture professionnelle et un changement de culture pédagogique aussi. Est-ce que tu peux juste nous expliquer l'avant-après, parce que c'est important de resituer le contexte. Alors, et juste pour donner envie que les gens restent jusqu'au bout, on donnera des petites anecdotes, des petites choses et des petits trucs et astuces, et pour les étudiants et pour les personnes du corps enseignant. Du croquant. Du croquant et les parents. Voilà. Non, alors, il faut savoir déjà que ça existait même avant le Covid, le learning by doing, mais si tu veux, cette pratique, elle n'était pas trop généralisée. Elle était sur des moments clés. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, il y a une semaine où tu vas faire. Et les autres semaines, tu apprends. Okay. Oui. Donc, côté un peu plus académique, top-down, etc. Le fait de le mettre en pratique systématiquement à chaque session de cours, c'est là où ça devient intéressant. Tu vois, c'est le changement, il est là. Le changement de vision, il est de dire, OK, comment ce learning by doing, cette mise en pratique, cette création d'expérience peut être génératrice d'envie, de besoin, d'aller plus loin, de découvrir que là, on n'est pas très compétent parce qu'on a raté l'exercice, et comment je fais pour corriger le tir. Parce qu'on a affaire à une population qui, finalement, ne sait pas trop. Tu lui présentes la théorie, elle va écouter la théorie un certain temps. Voilà, la tension est quand même une tension pas toujours évidente à tenir. Et donc, à un moment donné, ça décroche. Tu vois. Alors que quand tu les mets en exercice, même s'ils décrochent, ils savent qu'ils doivent réaliser une expérience. Certains la réussissent, d'autres ne la réussissent pas. Certains pensent la réussir et ne la réussissent pas. D'autres pensent ne pas la réussir, et finalement, ça s'avère tout à fait positif. Tu vois. Donc, en fait, on retrouve de la part des étudiants une manière de fonctionner un peu différente et qui plaît. On a aussi un profil, Christophe. C'est le profil du bon élève théorique, qui a toujours été bon en théorie et qui se retrouve face à lui-même ou elle-même, face à un exercice où il faut pratiquer et pratiquer avec les autres. Ouais, et c'est là que ça change. Là, ça change complètement. Tu vois, on peut parler de retour d'expérience qu'on a, même cette année, tu vois, on en fait pas mal. Que ce soit sur les bourses au projet, que ce soit sur les semaines spécifiques ou les missions de conseil qu'on réalise dans l'axe avec des annonceurs. À chaque fois, c'est une découverte, à chaque fois, une révélation. Et tu en es assez témoin parce que tu participes aux missions de conseil avec les annonceurs.
Il y en a certains, on ne miserait pas un copec dessus et finalement il s'avère qu'ils réalisent une performance hors norme et qui embarque tout le monde sur le sujet. Et parfois on pense que ah ouais, celui-là, dis donc, ou celle-là, elle est vachement bien, et finalement ils ne donnent pas la pleine mesure parce qu'ils se sont contentés peut-être de ce qu'ils savaient faire et ils sont pas essayés de se dépasser. Alors parfois, je vais relativiser, hein, il y en a qui se dépassent et il y en a qui sont parfois meilleurs que d'autres, mais il faut accepter cette situation-là, bien entendu. Alors, je vais remettre un contexte aussi qui est important. On est dans une société, nous vivons dans une société où il y a un peu moins de normes, tout est un peu éclaté, encore plus avec les réseaux sociaux. Nous sommes challengés, nous, d'un point de vue pédagogique, par les influenceurs aussi, qui font un petit peu de pédagogie en parlant crypto, en donnant des conseils, lifestyle, etc. Et donc, l'enseignement est vraiment confronté à des enjeux de qualité, mais aussi une concurrence qui est très nouvelle. Et je pense que c'est pas encore rentré dans les mœurs d'analyser le sujet sous cet angle-là, mais moi j'aime bien. Je suis intervenue là-dessus dans le cadre d'un forum sur la pédagogie. Et toi aussi, tu étais au salon du Figaro, l'étudiant. Lorsqu'on est intervenu, on nous posait beaucoup de questions sur le choix des écoles, la pédagogie, qu'est-ce que ça va apporter d'aller dans une école où on fait du learning by doing, puisque c'était abordé par les parents. Et l'idée, c'est de rentrer dans le vrai et de fournir de vraies expériences, même partielles, parce qu'on ne peut pas être hyper expert à 20 ans, à moins d'avoir commencé à 11 ans comme certains, ou à 14 ans. Il faut le rappeler, hein, certains ont commencé à 14 ans avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Nos jeunes commencent beaucoup plus tard, c'est la société qui veut ça, il n'y a plus le service militaire. Résultat, on se retrouve en fin de parcours universitaire avec des jeunes qui vont découvrir comment on met les mains dans le cambouis. Ouais, on touche le moteur, on change tout, on va chercher des vis, on se casse les ongles pour certaines et certains. Mais dans l'idée, toi, surtout pour revenir... toi. Surtout pour moi, je suis la prof aux ongles bleus, comme aiment le dire les étudiants. Mais pour revenir à notre méthodo, tu as pas mal apporté au niveau des projets. On va parler des bourses à projets qui existaient, mais comment est-ce que tu analyses ces bourses à projets? Ce sont des projets... Au projet. Bourse au projet, pardon. Bourse au projet des bachelors. Et les bachelors, ce sont des piou-piou, comme on dit. Alors, ils découvrent un peu. Oui, ils sont des piou-piou, mais en même temps, les confronter à une forme de réalité, puisque le principe des bourses au projet, c'est qu'on fait venir des entreprises avec une problématique assez transverse, puisqu'on fait travailler 3 axes métiers que sont la partie développement web, coding, la création, design bien sûr, et la communication. Et ils doivent ensemble, sous la direction d'un chef de projet qui est désigné par leur père, réaliser la suivi de projet. Donc c'est une confrontation à la réalité de ce qu'est un client, de l'élaboration d'un cahier des charges, et ensuite de la réalisation de ce cahier des charges dans un temps défini. Alors petite parenthèse, Christophe, quand même, qui est importante. Le profil des étudiants, ils ont eu le bac, ils ont parfois passé une année de prépa et ils découvrent le fait de ne pas rester coincés dans leur chapelle pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ont parfois une spécialité, ils ont tendance à rester entre eux. Hein. Oui, c'est vrai, mais ça c'est assez normal. On ne peut pas reprocher ça aux étudiants. Non, sortir sa zone de confort, c'est jamais simple, quel que soit son âge. Mais on en sort toujours grandi et satisfait d'une certaine manière, quel que soit le niveau de l'expérience vécue. Ce qui est intéressant dans le retour d'expérience, c'est que finalement, certains se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément vu le sujet comme ça. Tu vois, il y en a qui se révèlent, qui se disent, mais finalement, c'est pas mal. Moi, chef de projet, c'est un job que j'aime bien pratiquer, parce que j'aime bien piloter, diriger, faire la connexion entre chacun d'entre eux dans le groupe. Et d'autres vont se dire, non, finalement, c'est pas mal, mais j'aime bien être un expert, parce que tu vois, ils se positionnent par rapport à ça. Ils sont évalués aussi par leur père, hein, c'est-à-dire que c'est pas que les coachs ou les profs qui les notent, c'est aussi, ils se notent entre eux. C'est une belle expérience aussi. C'est une belle expérience, les BAP. Alors, tu vois, là, en ce moment, ils travaillent sur un projet du département des Hauts-de-Seine qui s'appelle le Curious Lab. Donc, la problématique, elle est un peu différente, mais ça fait
2 ans qu'on fait ça avec eux. Et en fait, c'est sur une ville, par exemple, ça peut être Courbevoie, ça peut être... voilà. Et en fait, ils travaillent sur des problématiques où ils doivent apporter, réfléchir à des solutions, bien sûr, par rapport à leur domaine d'expertise. C'est extraordinaire parce qu'on ne pense pas, ils ne pensent pas aux institutions, ils ne pensent pas à leur ville, alors qu'ils sont citoyens et qu'on est quand même dans un pays où il y a de tout. Il n'y a pas que le privé et d'un coup, ils se mettent à réfléchir à une problématique pour toucher un public ou pour répondre à des sujets, à des enjeux de communication, de stratégie, comment toucher une population dans sa ville, comment se réapproprier et comment recréer du lien. Ouais, ça les fait sortir justement du côté consommateur du service public en acteur et analyste en tant que jeune. Je trouve que c'est une belle expérience. Et puis, il y a un mot qu'il faut souligner, c'est la transversalité qui est la clé justement de ce projet-là. Non seulement c'est la clé du pôle, tu vois, d'avoir cette transversalité, que ce soit avec les 2 autres écoles, que ce soit le MLV et les Sylves, qui est importante, parce que ça leur fait découvrir qu'il n'y a pas que leur profil, et aux autres écoles, ça leur fait découvrir qu'il existe d'autres gens avec des profils différents aussi, c'est pas mal. Commerce et ingénieur. Ouais, commerce et ingénieur, parce qu'en fait, ce qui fait la force dans l'entreprise, pour avoir été quand même pas à la tête de quelques-unes d'entre elles, il est clair que la diversité est la clé. Il y avait aussi d'autres projets, il y a la transversalité, mais il y a d'autres projets, par exemple, on va parler des masters avec les IMCO, on parlera de Twitch et aussi des outils qui sont mis en place pour les étudiants. Tu veux commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les IMCO, c'est très simple. Le principe des missions de conseil, c'est un annonceur qui vient faire son brief, son pitch, un lundi matin pour les étudiants. Les étudiants découvrent le projet le lundi matin, ils n'ont pas de connaissances en amont. Ils sont répartis en équipe et ils ont 4 jours, enfin 5 jours, puisque le vendredi, ils doivent présenter devant le client le fruit de leur réflexion et de leur... voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que toute la semaine, ils sont encadrés, c'est pas de l'autonomie pure. Ils sont encadrés avec des coachs, des experts qui vont les guider, qui vont leur dire, ben là, non, là, tu déconnes, c'est pas possible. Ils doivent tous les jours avoir un rendu ou un compte rendu avec leur coach sur le sujet, c'est super important. Et après, le vendredi, ils doivent présenter. Donc, si tu veux, il y a une échéance qui est très courte, très très courte. L'échéance s'évolue, c'est un peu sous pression. Donc, la découverte est souvent totale. Parfois, le sujet ne les emballe pas. Mais quoi, on va travailler sur ça. Bon oui, mais j'ai entendu que les autres, ils avaient travaillé sur telle ou telle marque. On ne pourrait pas travailler sur... Ben non, tu peux travailler. On ne choisit pas toujours ses clients. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir une diversité de projets, de choses comme ça. Et donc, ils travaillent. Et là, c'est souvent un révélateur de comportement ou d'attitude. Alors, ils se prennent au jeu parce qu'il y a toujours un gagnant à la fin. Ça, c'est un principe. Il y a une équipe number one qui gagne la mission de conseil, qui rafle la mise, comme on dit, comme en appel d'offres dans beaucoup de marchés. Voilà, mais dans un délai très très court. Donc, ça les oblige à... challengeant. C'est très challengeant. Bah, t'en fais aussi, hein, et c'est vrai que c'est pas simple de coacher, et ça on le fait en 3e année, en 4e année, en 5e année des masters. C'est devenu 2 fois par an une règle de base de mise en application de leurs acquis. Donc ça aussi, c'est voilà, de dire ça leur permet de faire un peu le point sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils pensent savoir faire. Tu vois, j'aime bien le terme, ce qu'ils pensent savoir-faire, parce que quand on arrive sur les coachings, et juste un petit rex rapide et qui est important pour toute personne qui se dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces projets, ils se ressemblent tous, on arrive vers les 23, 24, 25, des fois un petit peu plus, ou plus, on a eu 30 ans, mais ce sont des jeunes qui ont un petit orteil dans l'entreprise en étant en alternance, donc ils se sentent déjà un peu plus ragaillardis, sauf que là, ils ne doivent plus agir sous les ordres de quelqu'un. C'est eux en groupe qui, en tant qu'apprenants, vont devoir prendre des décisions, choisir des choses. Donc il y a aussi une psychologie de groupe à bien connaître et bien maîtriser. Il y a un vrai phénomène qui se passe dans la tête de chaque personne. Il y a des révélations qui se font, il y a des temps forts, il y a des personnes qui sont un peu en dilettante et puis qui d'un coup vont avoir un éclair de génie parce qu'il leur faut un temps pour maturer le sujet. C'est un vrai travail créatif. Il y a aussi de la socio derrière tout ça.
Donc les compétences théoriques elles sont intéressantes pour certains, mais d'avoir mis les mains dans le cambouis, de changer de rôle aussi. Quand on est étudiant et qu'on change de rôle, on change de position et de point de vue, et parfois on voit que des timides vont devenir des chefs de projet ou des chefs sur certains angles, et on a vraiment un petit parcours express. C'est comme un coaching express, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, mais en fait, si tu veux, ça existe des études de cas, tu vois, mais nous, on y met une dimension réelle, c'est-à-dire que l'évaluation est faite par le client, il n'y a pas de correction à apporter, il y a un débriefing à la fin de chaque groupe et en fin de session le vendredi. Mais en fait, ça c'est un des aspects assez intéressants. Le feedback, est-ce que ce que j'ai fait passer, est-ce que le niveau d'information ou d'expertise que j'ai pu acquérir, je l'ai réussi à le communiquer. Parce qu'en fait, on fait des métiers dans notre axe qui nécessitent de savoir s'exprimer, d'être pédagogue, de savoir faire passer des messages correctement, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, ça leur apprend aussi l'humilité. On pense qu'on va tout déchirer et finalement, le jour J, on s'aperçoit que... Voilà, c'est cool. Moi, tu vois, l'année dernière, il y avait un groupe qui avait complètement raté sa mission de conseil. Mais tu vois, genre, ils se sont chopés une banane, presque une note de 10, tu vois. Donc, c'est vraiment parce qu'on ne voulait pas leur mettre... ils étaient hors sujet. Ils avaient réussi, ils avaient persisté, c'est hors sujet. Et cette année, ils se sont tellement remobilisés qu'ils ont gagné. Donc en fait, c'est génial, c'est évolutif. C'est ça qui est intéressant, de se remettre en question. Ok, j'ai pas gagné, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Il y a aussi, mais tu as totalement raison, il y a aussi un fait, c'est l'écoute active. On se rend compte quand on est coach, parce que moi j'ai les 2 casquettes prof, donc c'est enseigner, ils absorbent l'information et ensuite ils restituent via des exercices. Et coach, un coach n'est pas un prof. Un coach accompagne déjà la graine d'idée, la semence initiale, l'énergie initiale, et essaye de moduler. Pour fouetter un petit peu, dans le sens bon sens. Je sais que dire qu'on fouette dans les écoles, c'est compliqué aujourd'hui. Pardon. Mais non, fouetter dans le sens de les donner un coup de peps. De les restimuler pour leur dire mais non, mais là tu te plantes là. Je suis réputée pour ça, justement pour leur dire attention là. Ils te reconnaissent pas toujours le coup de fouet, tu vois, le fait de leur avoir de les avoir secoués, c'est souvent un peu perturbant, mais c'est à la fin. C'est tout à la fin, c'est après. Ce retour d'expérience, learning by doing, tu vois, à un moment donné, qu'on évoque depuis 15 minutes, là, il est clair que c'est quelque chose qui est très fédérateur, et surtout dans l'apprentissage. Ça leur montre leurs points faibles, leurs points névralgiques, tu vois, et voilà. Et toi, on a un autre projet, tu parlais de Twitch. Justement. Ouais. Alors là, on fait ça avec les 2e années, les bachelors, où en fait, là, même principe sur une semaine, on leur dit, voilà, vendredi, vous êtes en live sur Twitch. Raconte-nous techniquement comment tu as monté le projet Twitch. Alors, j'ai monté avec une super... avec Camille Roy. Voilà, il y a une des intervenantes, Camille, qui est très dans la prod, etc. Ouais. On fait appel évidemment le studio. Elle est historique aussi, elle est là depuis longtemps, donc elle a eu le temps de... ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle a un studio de production, qu'elle fait beaucoup de Jolie Rouge, elle fait beaucoup de production audiovisuelle. Exactement. Et elle enseigne à l'IM depuis plusieurs années. Ça fait, oui, mais tu vois, ce qui est intéressant... Donc elle connaît bien l'approche étudiante. Alors, c'est vrai qu'elle est assez cash, mais moi j'adore. Et en fait, et les étudiants, soit ils adorent, soit ils détestent. Mais en fait, dans l'absolu, comment ça se passe ? Et en fait, on leur dit, voilà, vous allez vendredi être en live sur Twitch et vous allez utiliser le studio, vous allez fonctionner par groupe et vous allez vous mettre en ordre de bataille pour c'est quoi le thème que vous devez parler. Donc en fait, ils définissent leur thème. Donc au début, c'est un thème qui doit être utile, tu vois, genre on va parler de la bouffe, on va parler... Qu'est-ce qui t'a marqué par exemple cette année, un sujet qui t'a plu et tu t'es dit voilà, ça, ce sujet est assez intéressant. Il y a eu des sujets sur les fake news, tu vois, ça c'est pas mal. Il y a eu beaucoup de sujets sur l'IA, il y a des sujets sur les addictions, tu vois, aussi, pas mal, bien. Intéressant. Et en fait, le sujet peut être difficile à traiter parce que parfois ils ne choisissent pas des sujets simples, mais en fait, c'est la manière dont ils vont s'en sortir. Donc en fait, ils doivent se répartir les rôles. Donc, tu vois, naturellement, moi, il y avait un groupe à un moment donné, on les voit pour dire, bon alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc, tu avais celui qui était à la technique, qui allait piloter tout le truc avec les outils. Donc, on a un technicien. Voilà, il y a un vrai background, c'est-à-dire qui est plus à l'aise avec la technique. Ok, toi, ok, d'accord. Bon, on les laisse se désigner là-dessus. Et ceux qui sont un peu timours et un peu timides, qui vont devoir parler dans le micro. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ben moi, alors là, blanc. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas.
Et là, c'est intéressant, oui. Et c'est intéressant. Et 2 jours après, tu la vois derrière le micro en train d'expliquer pas mal de choses. Alors, comment Camille s'y est pris, justement? Comment est-ce qu'il prend avec ces profils? C'est très simple. Elle y met beaucoup d'engagement. Tu vois, elle a une pêche. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est mais vrai. En fait, elle les met devant le fait accompli. En fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que même parfois, certains qui me disent bon, moi je connais bien OBS ou Streamlab, ok, je maîtrise. En fait, ils s'aperçoivent que finalement, s'ils n'ont pas préparé, ils ne se sont pas coordonnés avec les autres, ils vont avoir du mal à le maîtriser. Et dans le live, c'est arrivé, on a eu quelques crashs, mais c'est normal. C'est l'expérience. Exactement, pardon. Le crash fait partie ça t'émeut, ça crache un peu. Ouais, c'est ça. Pardon, il n'y avait pas de causalité entre ce non, que mais c'est comme ça. Cette saison. Voilà. Donc, en fait, et ils se disent, ah ben oui, là, ça veut dire que je peux le travailler. Oui. Tu vois. Donc, en fait, le fait d'être dans la difficulté de l'exercice, ça leur fait poser plein de questions. Pourquoi j'ai pas réussi et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour corriger? En fait, il n'y a que l'expérience. Parce que tu vois, par exemple, tu peux apprendre un cours, tu peux apprendre à te servir en regardant un tuto sur Streamlab ou sur OBS. OK. Mais on sait très bien, et nous compris, que si tu pratiques pas régulièrement le streaming ou l'enregistrement sur ces genres d'outils, ça bouge tellement vite que en fait, tu n'es jamais prêt. Et toi, qu'est-ce que tu as appris de ça et comment est-ce que tu vois l'impact? Parce que je rappelle, ce sont des bachelors, les bachelors qui aiment parler. Et là, pour le coup, qu'est-ce que toi, tu analyses de cette expérience des étudiantes et étudiants? Moi, je dirais juste un truc, c'est que souvent, ils me disent c'est la meilleure semaine de l'école. Bah ouais, c'est une expérience. Non, mais c'est vrai parce qu'ils aiment parler et là, ils mettent en pratique quelque chose de technique et puis c'est dans l'air du temps de prendre la parole. Exactement. Tu vois, être derrière un micro, c'est pas anodin. Ça demande de l'exercice, de la pratique, de bien se parler, de bien se comporter, d'avoir un dialogue, tu vois, comme on a aujourd'hui, pas simple, tu vois, c'est pas que du monologue, le podcast, c'est aussi une manière d'ouvrir le débat, de discuter, de se mettre d'accord, de respecter un timing, de respecter des contraintes techniques. Tout ça, c'est quelque chose qui est... en fait, si tu veux, c'est une grande satisfaction depuis qu'on a monté, ça fait 3 ans qu'on monte ce live, et d'année en année, on upscale, on upgrade le truc, parce que c'est super intéressant, tu vois. Toi, tu réalises en plus, hein, Christophe. Enfin, tu es directeur de production, carrément. Oui, c'est ça. Je suis derrière je regarde s'ils font pas de conneries sur les outils qu'on a achetés dans le studio. Donc, en fait, l'idée, c'est Mais franchement, l'expérience est toujours très bien et on leur demande. Et c'est eux et nous, on n'est absolument pas derrière le pupitre technique. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Souvent, dans ce genre d'exercice, on va les mettre derrière le micro. Alors, c'est une solution de facilité parce qu'ils vont avoir un technicien qui va les sortir et dégager. Là, c'est eux. Tu vois, c'est vraiment les mettre en autonomie là-dessus. Tout à fait, oui. Mais tu vois, alors moi, j'adore quand il y en a qui me disent ah, mais ça y est, je vais lancer mon podcast. Ça y est. Ah, mais il y en a beaucoup. Hein. Et en fait, si tu veux, il y en a qui sont venus me voir la semaine dernière en disant bon, Christophe, on a un projet de podcast, voilà ce que c'est. Ok, alors moi, je regarde un peu leur projet, j'essaie de les aiguiller un petit peu. Mais tu vois, c'est bien parce que ça leur fait prendre de l'autonomie. Ça leur fait produire des choses, ils sont dans l'initiative et c'est exactement ce que fait le learning by doing. Tu vois, en fait, le bénéfice du learning by doing, c'est pas de faire l'exercice pour l'exercice, c'est de faire l'exercice qui dit finalement, ouais, ok, j'y vais. Tu vois. Et pour terminer, tu avais fait un dernier point sur le learning by doing en mixant les masters, parce qu'on a pas mal parlé des bachelors. Les masters aussi, tu avais mélangé les bachelors, c'était les MCD qui n'avaient pas d'expérience en marketing digital, avec les stratèges en social media qui ont assisté donc à un salon dédié à la publicité. C'était c'était déjà une première mise en action de 2 compétences différentes qui se rassemblent et qui vont faire cause commune. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la salle de classe n'est pas toujours le lieu approprié pour faire de l'expérience et vivre l'expérience. Donc l'enjeu, c'était de définir de nouvelles règles en disant et si tu le faisais à l'extérieur? Donc on a un forum, parce qu'on est membre de l'Alliance Digitale, et c'est un forum dans lequel il y a plein de conférences, etc. Mais on ne fait pas de la visite tu vois, vous allez assister aux conférences. On sait très bien que tout le monde s'endort pendant les conférences. Enfin bon, pas tout le monde, mais tu vois, beaucoup.
Et ils doivent, voilà, et je sais qu'on leur confie des missions, d'interview, d'aller vers le professionnel. Le professionnel, dès que tu présentes un micro, le professionnel est toujours intéressé, même si l'audience n'est pas toujours au rendez-vous. Mais c'était intéressant parce que ça les met en situation. Ça les oblige à sortir de notre confort, à faire toc-toc à des gens qu'ils n'imaginaient même pas un jour leur adresser la parole, qui ont une vraie expertise, des gens qui sont montés sur scène et que tu vas interviewer en backstage derrière, ça aussi, l'attraper au moment où il va partir, parce que généralement il ne pense pas qu'il a une interview avec des étudiants. On l'a fait plusieurs fois et ça c'est super intéressant. Et le mélange entre les classes c'est aussi intéressant, parce que tu vois, c'est cette mise en pratique. Ça aussi c'est un marqueur important dans l'axe, de les mettre en situation, mais pas en situation de passivité. On le fait aussi avec des deuxièmes années sur le Paris Retail Week en début d'année, mais en situation de maximiser et de rendre le truc le plus actif possible. Moi j'ai adoré en tout cas que tu me confies au démarrage ces missions. Le jour où je t'ai dit ils vont vraiment faire du community management, c'était un choc culturel pour les jeunes qui sont plutôt passifs en général. Et là, en mettant les mains dans le cambouis, c'était il y a 5 ans, on avait fait d'abord un road trip avec les bachelors et après les masters, les faire pratiquer le community management, le vrai de vrai, avec tout ce que ça comprend de préparation, de mise en action, d'organisation et de logistique. Ça a été un choc et finalement, quand ils ressortent des études, ils se souviennent des IMCO, des BAP, des podcasts. Alors, on va le voir quand ils vont bientôt terminer. Il y aura les premiers qui auront fait les lives aussi. Mention spéciale à ceux qui avaient essuyé les plâtres quand on a fait les premiers podcasts. Tu te souviens, on n'avait pas encore le studio et qui s'en souviennent et qui ont lancé des prods. Mais la transversalité et le learning by doing, ce sont des expériences qui les transforment, qui les boostent. On a une étudiante qui a photographié les JO, qui aujourd'hui travaille pour l'UNESCO, etc. Elle est dithyrambique alors qu'elle était réservée pendant 2 ans. Chaque projet l'a fait grandir et le tout dernier, ça a été une révélation. On est un peu des révélateurs de talent, tu vois, d'une certaine manière. Mais et donc c'est ça, à chaque étape, ils grandissent et ils gagnent en confiance en étant... Et puis surtout, je termine moi sur un point, parce qu'on avait dit les trucs et astuces. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est de parler, de montrer ce qu'on sait faire. Et c'est vraiment pour nous le personal branding. Donc, le professional branding, c'est la clé aujourd'hui, un élément de différenciation pour nous. Et moi, je termine sur ça parce que c'est hyper important. Ils peuvent vivre de belles expériences. Encore faut-il les partager. Oui, c'est clair. Moi, je rajouterais juste un truc. On se souvient toujours de l'expérience qu'on a vécue, qu'elle soit positive ou négative, moins de ce qu'on a pu apprendre dans les livres ou dans certains cours, dans lesquels on a pu s'endormir parfois. Mais voilà, tu vois, l'expérience est révélateur du talent et de ce qu'on sait maîtriser ou pas. Et ça, le learning by doing est vraiment appliqué à la lettre là-dessus chez nous. Ben voilà, on a fait notre petit tour vraiment sympa du learning by doing. Et oui, voilà. Donc ici s'achève ce petit podcast. Et à très bientôt pour la suite des opérations. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.